Hola, je suis Jeanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice de romances. Du 14 octobre au 7 décembre, j'organise le Bootcamp Romance, qui est un challenge d'écriture avec accompagnement, coaching de groupe, des cours et une ligne d'assistance SOS romancière en détresse. Et j'ai créé le Bootcamp Romance parce que je cherchais une alternative au NaNoWriMo auquel je participe depuis déjà 18 ans. Oui, les gens, je suis vintage. Et donc, non seulement je l'organise, comme je participe en tant que romancière, je fais tous les exercices et je vais participer de tous les challenges, de tous les défis, du moins je vais essayer. Et je vais écrire Résilience, qui est le troisième et avant-dernier tome de ma série Centenaire du Calare. Donc, on a le premier tome qui est Renaissance, qui est un slow burn, enemies to lovers, proximité forcée, parce que mes personnages, Queen et Lucky, ils travaillent ensemble sur un chantier et vivent sur le même chantier au milieu de nulle part. Donc, ils travaillent ensemble, ils vivent à un étage l'un de l'autre. Donc, c'est juste qu'ils ne dorment pas ensemble. Sinon, c'est quasiment 24 heures sur 24. Et c'est compliqué quand les gens ne s'aiment pas forcément, n'est-ce pas? Donc, c'est un slow burn au milieu du désert. Très slow. Et à l'inverse, Réconciliation, le deuxième tome qui est sorti en août. Réconciliation est un coup de foudre entre communautés rivales. Donc, dès les premiers chapitres, c'est le coup de foudre, ils se rencontrent, ils se mettent ensemble. Mais l'amour va être construit au long de l'histoire, parce que coup de foudre ne veut pas dire insta-love, du moins pas pour moi, et j'ai fait un épisode rien que pour ça. Donc Sabrina et Enzo, c'est un coup de foudre, ça va plus vite, mais quand ça va plus vite, ça peut cracher plus vite aussi, n'est-ce pas? Donc Renaissance, Réconciliation, il y aura donc Résilience et Rédemption pour boucler les sentinelles du Calare. Je suis toujours aussi mauvaise pour pitcher mes affaires. Donc, je pense que plus j'essaierai, plus je m'entraînerai, mieux ce sera. Donc, vous allez devoir subir avec moi. Dans Renaissance, oui. Dans Renaissance, qui était supposé être un roman unique, one-shot, standalone, etc., parce que c'était le spin-off de ce roman qui était supposé être le seul roman de cet univers, mais voilà. Donc, Promesse du bout du monde est arrivée. J'ai pris la meilleure amie de mon héroïne pour la transposer ici. Et dans Renaissance, dès les premières pages, mon héroïne est sur une gare routière pour aller au milieu du désert sur son chantier et débarquent des hommes. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques et mon héroïne le prend un peu mal. Genre, elle se méfie des mercenaires parce que l'Afrique australe sort de 10 ans de guerre civile. Donc, s'il y a des hommes armés et ils sont étrangers, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, elle a aussitôt, du genre, elle n'a même pas vu la tête de mon héros, qui est Queen. Elle n'a même pas vu ses yeux, elle ne sait même pas qui il est, qu'elle a déjà assumé qu'il était un mercenaire. Et quand il débarque sur la gare routière, il débarque avec des hommes. Il est accompagné. Et j'étais en train d'écrire, j'étais encore en plein premier jet. Je découvrais moi-même la scène et le camarade est venu l'accompagner et je me suis dit, zut, je vais devoir écrire une série. Voilà comment ce truc-là a commencé. J'ai tourné un épisode rien que pour expliquer comment ça fonctionnait ou comment ça ne fonctionne pas dans mon cerveau. C'est kiff pareil. Et donc, dans Queen vient avec des hommes. Une partie, ce sont ces hommes à lui qui viennent dans sa poche, et l'autre partie, ce sont les hommes qui viennent avec l'entreprise. Donc, les hommes qui viennent dans sa poche, que je vais appeler suricates uniquement pour simplicité, parce qu'à aucun moment on les appelle suricates dans les romans, parce que
ce n'est pas sexy, n'est-ce pas? Du genre, tu vas pas appeler un grand gaillard d'1,86 m et plus de 100 kilos, tout plein de muscles et tout ça, tu vas pas l'appeler suricate, quoi. Ou alors tu l'appelles comme ça dans ta tête, tu l'appelles pas. Voilà. Et donc, ils sont 6. C'est Queen, Sabrina, qu'on appelle Cobra, Bishop, Bond, Saxe et June. Ils sont 4 Américains qui étaient dans les Marines et 2 Britanniques qui ont fait l'armée britannique dans Sabrina. Donc Queen est américain et brésilien et Sabrina est australo-africaine et britannique. Et Bishop est américain. Bishop est le frère, il s'appelle frère, le frère le plus proche de Queen, mais ce n'est pas parce qu'il est le plus proche émotionnellement, le plus proche. Ils ont vécu les mêmes choses ensemble, du genre ils ont commencé le training camp chez des Marines en Caroline du Sud en même temps, ils sont partis au combat ensemble, donc ils sont ensemble depuis plus de 12 ans. Mais ce n'est pas parce que ce sont les plus proches émotionnellement parlant que c'est que Bishop est celui qu'on voit le plus. Parce que Bishop a une particularité, c'est que il est grand, noir, baraqué, a une véritable armoire à glace, mais il se fait transparent, il s'isole, il disparaît, il est invisible. On le voit peu. Et quand on le voit, on sait qu'il y a quelque chose qui pèse sur ses épaules. Et ses compagnons font en sorte d'être là pour lui au mieux. Mais c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que il n'a pas toujours été comme ça. Donc Queen et Saxe et June, ils étaient tous ensemble, ils ont vu lentement, ils ont vu la progression de sa personnalité. Donc Bishop est quelqu'un qui rit très peu, sourit très peu, il ne sort pas, s'il est dans un restaurant ou dans un bar, c'est vraiment pour faire plaisir aux autres, du genre c'est jamais de sa propre initiative. Il est vraiment intérieur, réservé, introverti. Il fait vraiment en sorte de ne pas être vu. Mais en même temps, il a besoin de savoir que ses amis, que ses proches sont là. Au point où il a acheté un appartement avec Sabrina, Bond et Saxe. Donc ils sont 4 à vivre dans le même appartement jusqu'à ce que Sabrina déménage, n'est-ce pas? Et ils vivent dans le même immeuble que Queen. Donc Queen vit au 14e étage, Bishop vit au 7e étage en colocation. Et comme ils se partagent en deux villes, entre la capitale et une small town où ils co-gèrent un bootcamp pour futurs gardes du corps. Il est colocataire également dans la small town avec June, qui est le 6e mousquetaire, qu'on ne voit pas beaucoup parce que dans Renaissance, June était aux États-Unis, donc on parlait de lui, on parlait avec lui au téléphone, mais il n'était pas physiquement présent. Et il apparaît un peu dans Réconciliation. Donc, il apparaîtra beaucoup plus, évidemment, dans Résilience, parce qu'il s'en colloque la moitié du temps, n'est-ce pas? Donc, Bishop est quelqu'un qui a autant besoin de savoir que ses proches sont là, de la même façon qu'il a besoin qu'on le laisse tranquille. Donc, il s'isole énormément. Il n'aime pas qu'on le touche, il n'aime pas être touché. Il fait des efforts pour ses amis, mais vraiment, on le laisse tranquille. Et les 6 ont un pacte. Ils sont tous en thérapie. Donc, ça fait 2-3 ans qu'ils sont tous en thérapie, qu'ils vont tous voir la même psy. Et quand commencera Résilience, Bishop ira de lui-même, tout seul, comme un grand, dans un bar,
pour prendre un verre et c'est là qu'il va croiser la route de Joe. Joe, lui, il est sud-africain. Il est africano. Il est blanc, blond. Et l'image que j'ai en tête, c'est un elfe. On aurait dit un elfe parce qu'il a les cheveux blonds très longs. Il a une certaine élégance. Mais du genre, c'est une élégance particulière. Donc, dès qu'il apparaît à la fin d'un de mes romans, parce que j'écris mes romans dans l'ordre chronologique. Donc, entre Réconciliation et Résilience, il y a un autre roman, Deuxième Chance, où l'héroïne est la sœur de Sabrina. Donc, à la fin de Deuxième Chance, il y a Joe qui apparaît et la première image qu'on a de lui, c'est que c'est un elfe. Du genre, soit c'est un rocker, un musicien, vu de la façon comme il est habillé, du genre avec les yeux surlignés en noir, les cheveux très longs, des bagues aux doigts, habillé totalement noir avec des bottes, etc. Donc, soit c'est une rockstar qui a besoin de protection parce qu'il débarque à l'agence, soit c'est un elfe sorti d'un tournage de film. Donc, c'est la première image qu'on a de lui. Donc, ce sont deux physiques très opposés, très différents entre le grand noir baraqué, baraque à frites, armoire à glace, comme vous voulez raconter cette affaire-là. Il est grand, il a de la masse, il est massif, c'est un mastodonte. Et puis, tout d'un coup, débarque l'elfe. Oui, les genres, on a tout pour que ça fonctionne, n'est-ce pas? Et Joe est très social. Encore une fois, du genre, ils sont opposés non seulement physiquement, mais personnalité. Du genre, Joe est hyper social. C'est lui qui a créé le bar. Donc, il vit presque en communauté, il y a toujours du monde chez lui, il est très tactile, du genre, il y a aucune pudeur, aucune limite dans le cercle social de Joe. Donc, ça va être un choc pour Bishop. Ce n'est pas pour quelqu'un qui n'aime pas être touché, qui ne veut pas toucher, qui veut être seul, qui veut s'isoler. Comme on dit en portugais, on a tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Mais, vai dar tudo certo. Tudo certo. Mais de la même façon que Joe peut être exubérant, du genre vraiment très rockstar, vraiment, il a vraiment de la présence, il est charismatique, il est là. Du genre, quand il est là, il est là. Ce n'est pas comme Bishop, il est là et tout d'un coup, on ne sait pas où il s'est fondu dans la masse, il s'est fondu contre le mur, on ne sait pas comment il a fait. Alors que Joe, du genre, il rentre dans une pièce, on le voit. C'est le centre de l'attention. Du genre, le gars, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Donc, je pense que dépendant du moment, il sera soit la rockstar, soit l'elfe en pleine bataille, on ne sait rien. Je vais le découvrir en même temps que je l'écrirai. Donc, j'ai ces deux personnalités-là qui n'ont aucune raison d'aller ensemble. Aucune raison d'aller ensemble. Et pourtant, Joe sera celui qui sera la personne la plus à même de sortir Bishop du trou où il s'est terré. Et il n'ira pas, les gens, ce ne sera pas une thérapie brusque, ce ne sera pas une thérapie par le choc. Comme je disais, Bishop est déjà en thérapie, il est déjà en traitement. Rien que le fait qu'il soit allé dans le bar de Joe, de son plein gré, c'est déjà un énorme pas dans sa guérison. Déjà, il est déjà en cours de guérison. Il n'a pas eu besoin d'attendre l'amour pour y arriver. Mais ce sera juste un peu plus long et Joe sera là. Et Joe ne sera pas là. Il sera comme une force tranquille.
C'est du genre, c'est pas comme si, par exemple, tu as peur de l'eau, on te prend, on te jette de l'eau, maintenant tu n'as plus peur. C'est le genre de thérapie qu'on peut faire en Angola. Dans ma culture, c'est la thérapie par le choc. Donc, ce n'est pas ce genre de thérapie-là qu'aura lieu. Joe sera là en le voyant. Il va s'adapter. Et dans Réconciliation, mes personnages, ils sont opposés. Ils sont vraiment le jour et la nuit. Sabrina et Enzo, ils n'appartiennent pas à la même communauté ethnique, à la même communauté religieuse, à la même communauté, à la même couleur politique, pas même à la même classe sociale, rien du tout. Ils n'appartiennent pas du tout, voilà. En plus, en termes de personnalité, mon héroïne Sabrina peut manger n'importe quoi dans la rue. Elle peut, du genre, elle s'en fiche exactement. Par contre, Enzo, ah ouais, il est un peu snob sur les bords, mais je ne vais pas critiquer son genre de snob parce que je lui ai prêté mon snob à moi. Mes snobismes à moi, je les ai prêtés. Donc, tout ce que vous voyez chaque fois que Sabrina appelle Enzo de snob, c'est moi que je m'appelle moi-même de snob. Donc, ça, c'était montré à moi que j'ai prêté. Donc, ils sont tellement différents l'un de l'autre, mais ils sont tellement parfaits l'un pour l'autre. Je ne vois pas qui d'autre pourrait être un meilleur homme pour Sabrina, comme je ne vois pas quelle serait une meilleure femme pour Enzo. D'ailleurs, on ne voit pas forcément. La tagline, c'est elle est la femme de sa vie. Est-il l'homme de la sienne? Oui, les gens, oui. Ils sont la femme et l'homme de la vie l'un de l'autre. Les gens, tellement, ils sont parfaits ensemble. Mais en même temps, je dis la même chose pour Queen et Luck. Du genre, Queen est un type de maître Yoda. Il est très calme, du genre c'est lui le boss, c'est lui le patron. Du genre, si on était en train de parler de meute, c'est lui le chef, c'est lui l'alpha. C'est lui l'alpha de la meute. Et il est celui qui gère, il est celui qui organise, il est celui qui contrôle, il est celui qui apaise. Alors que là, on l'appelle la tempête. Du genre, elle est impulsive, elle est agitée, elle est un peu sauvage sur les bords. Donc, ils ont vraiment besoin d'un certain équilibre. Des genres là qui a vraiment besoin de Queen pour la calmer un peu. Des genres, il est là, il est l'apaisement. En fait, Queen est le maître Yoda, l'apaisement pour tout le monde. Pour absolument tout le monde. Donc, tout le monde se repose sur les épaules de Queen. Et du genre, là qui est arrivé, et ouais, maintenant tu te reposes sur moi, monsieur. Et je pense qu'on est parti pour un même type de situation, même si c'est pas la même dynamique, c'est un même type de situation avec Bishop et Joe, mais Bishop, comme je disais, Bishop est déjà en traitement, il est déjà en thérapie, il avance tout doucement, il avance. Mais Joe sera là pour ajouter pour créer la thérapie qu'une psy ne pourrait pas. Du genre, il va faire ce qu'une professionnelle ne pourrait pas faire. Parce que ça c'est dans l'ordre de l'amour, de la relation, de l'intime. Et ça, aucun professionnel ne pourrait avancer. Quoique, il peut y avoir des professionnels d'un nouveau genre. Mais sans Joe, je pense qu'il y aurait des soucis. Ça ira plus vite, mais quand je dis ça ira plus vite, c'est juste que ça ira moins lentement. Les gens, ce ne sera pas, on va pas courir, les gens, ça arrivera pas en une semaine ou en un mois. Ça prendra son temps. Combien de temps, je ne sais pas. Je laisserai la chronologie se définir pendant que j'écris,
parce que je suis une... on peut dire jardinière, mais j'aime aussi dire une ouvrière, genre je campe sur mon chantier et je construis les murs pendant que je suis en train de camper sur le chantier. Donc j'ai mon sac de couchage, je vais monter mon mur, je vais monter mon plafond, mon toit, etc. Je vais ajouter mes portes, mes fenêtres, mais j'y suis là. Pour une ancienne asthmatique, c'est un peu compliqué, mais je suis là. Je suis déjà dedans quand je monte la maison autour de moi. Donc, je ne suis pas du tout dans le genre de... Je ne suis pas architecte, je ne suis pas décoratrice, du genre, quand on arrive, on a déjà tellement bien planifié cette affaire-là, que on entre dans la maison, il suffit on n'a plus qu'à décorer. Non. Non, ça me prendra un peu à décorer, du genre, je suis encore les mains à la pâte et je ne suis pas si manuelle que ça en fait. Donc, je vais découvrir. Donc, je sais où je veux aller. Voilà, c'est pas je sais où je vais. Je sais où je veux aller. Je sais qui sont mes personnages. Je sais qui est Bishop. Je sais qui est Joe. Mais je sais quelles sont les scènes que je veux beaucoup écrire. Je sais quelles sont les scènes de romance, de rapprochement. Et le rapprochement sera en premier lieu surtout émotionnel parce que le physique, n'est-ce pas? Et je sais quelles sont les scènes de conflit, de clash, surtout qu'il y aura ce côté relation à distance parce que Joe est en Afrique du Sud, Bishop est en Afrique australe et ils n'ont que quelques heures en voiture entre eux, mais en même temps, ils ont chacun leur vie, chacun leur carrière, ils sont chacun chef de leur business, ils sont chacun gérants de leurs affaires, ils ont chacun leur famille, leur cercle social, même si Bishop c'est loin, mais il a besoin de ses amis à lui. Donc, ils ont chacun leur vie tout entière de chaque côté de la frontière et il va falloir gérer cette affaire-là. C'est qui va passer d'un côté à l'autre? Est-ce qu'on va faire 6 mois ici, 6 mois là-bas? Écoutez, moi j'ai une idée. Je pense que j'ai une idée de qui va se sacrifier pour l'autre. Je crois que j'ai une idée de quel sera le compromis. Mais tant que je n'ai pas écrit le roman, tant que je n'ai pas les mains dans la pâte, tant que je n'ai pas les personnages en face de moi qui vivent en face de moi, rien n'est définitif. Rien n'est définitif parce qu'en tant que romancière, j'aime laisser mes personnages guider mon chemin. Genre, j'ai une idée d'où je veux aller, mais c'est à mes personnages de montrer où ils veulent vraiment aller. Parce que comme je le dis toujours, ce ne sont pas nos histoires qu'on écrit, ce sont les histoires de nos personnages. Donc, ce sont eux qui doivent avoir le dernier mot. Ce sont eux qui doivent gérer cette affaire-là. Ce sont eux qui doivent gérer les décisions, les choix, les sacrifices, les dilemmes. Moi, je suis juste un support. Je suis un médium. Je suis là pour écrire leur histoire, mais je ne fais que ce qu'ils sont en train de me dicter. Alors, voilà. Je ne suis pas la boss. Moi, oui, on est en tant que romancière, on est des créatrices de monde, on est des créatrices d'univers, on est des artistes, mais ils s'en fichent. Quand les personnages sont vraiment bien travaillés, quand les personnages sont vraiment réels, tridimensionnels, réalistes, cohérents, crédibles, humains, les gens, ce sont eux les boss. Donc moi je suis là, je vais écrire ce qu'ils vont me dire. J'ai les scènes que je veux écrire. Mais il se peut que les scènes que je veux écrire, elles ne seront jamais écrites parce que finalement, ça n'aura pas de sens ou finalement, j'aurai une autre scène qui est encore plus mieux. Mais j'ai ma préparation, la préparation que j'ai proposée dans le bootcamp romance qui est comment travailler le travail sur le pitch, le travail sur les conflits, le travail sur la romance, le travail sur les personnages. J'ai ces notions-là, j'ai ces idées-là, mais tout sera concret uniquement au moment où je me lancerai dans l'écriture de mon histoire. Donc ça fait des années que je veux écrire cette histoire, au moins 4, peut-être 5.
Ça fait donc 4-5 ans que j'ai pris des notes de scènes que je vais écrire. Peut-être que la moitié de ces scènes seront obsolètes, je vais juste les mettre à la poubelle. Donc j'ai des situations, peut-être que ces situations n'existeront jamais dans mon histoire. C'est pour ça que je ne fais pas de plans, parce que les plans me font perdre du temps. Ça me fait perdre du temps parce que j'aurais pu tout organiser, etc. Mais au moment de l'écrire, rien ne sert. Donc c'est plus facile pour moi de me lancer directement dans l'écriture que de chercher à planifier mon affaire là. Parce que ça me prend autant de temps de planifier que d'écrire un roman. Donc je vais juste écrire. On est le 17. On est le 17 octobre. On se lance le 1er novembre. J'ai encore 2 semaines à patienter. Et j'ai aussi hâte que j'ai peur, parce que ça fait tellement de temps que je vais écrire que je ne sais pas si les idées que j'ai en tête seront... je pourrais les retranscrire. Et j'aime tellement Bishop, j'aime tellement Joe, j'aime tellement l'histoire que j'imagine en tête. J'aime tellement l'idée derrière. J'aime tellement le fait que mon personnage est déjà en cours de guérison. Il a juste besoin d'un coup de pouce supplémentaire. J'aime tellement l'idée que on peut avoir une sorte de thérapie, une thérapie par l'amour, qui est totalement contraire à tout ce qu'on se dit du genre c'est l'amour qui va me guérir. Non, c'est pas l'amour qui va guérir. L'amour va t'aider à guérir, mais c'est pas l'amour qui va guérir. Et c'est très dangereux de penser de cette façon-là. Et donc j'espère que dans l'histoire que je vais raconter, je respecterai cette idée que je défends, que ce n'est pas l'amour qui guérit. Du genre, l'amour participe à la guérison, mais la guérison, elle est individuelle, elle est personnelle, et on a besoin de professionnels ou d'un traitement particulier, d'une thérapie en particulier, etc. pour se sortir, surtout quand les fantômes sont lourds, quand les fantômes sont pesants et qui bloquent et qui traumatisent et qui continuent de traumatiser. Donc, voilà. J'ai hâte d'écrire l'histoire de Bishop et Joe. Et pour la petite histoire, Joe ne s'est pas toujours appelé Joe. Au départ, il s'appelait Youp. Youp écrit J-O-O-P parce que sa langue maternelle est l'afrikaans. Donc, je cherchais des noms et surnoms flamands ou néerlandais. Donc, dans ces eaux-là. Et j'aime les noms pourris, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, Bishop, c'est son nom de... C'est le nom que lui donnent ses amis. Il s'appelle Thelonious. C'est un nom sexy. Oui. Donc, et j'adore les noms pourris parce que Joanne est un nom pourri. J'adore mon prénom, hein, mais c'est pourri parce que ma langue maternelle est le portugais et je n'ai jamais vu personne en portugais prononcer mon nom comme je le prononce de la première fois. Il a fallu 2-3 essais. On finit par m'appeler soit Joël, soit Joanne, soit... Voilà. Donc, je me mets dans la catégorie des noms pourris. Et une bonne partie de mes personnages ont des noms pourris. Du genre Lucky, de Renaissance. Elle déteste s'appeler Lucky. Du genre, oui, elle s'appelle chanceuse. Alors qu'elle se dit que rien dans sa vie, elle a eu pas beaucoup de chance dans la life. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Queen, n'est-ce pas? Mais bon, ça, c'est une petite histoire. Et donc, je voulais l'appeler Youp. Mais c'est très compliqué d'appeler un personnage de cette façon-là quand mon lectorat est francophone. Et on va l'appeler Jup, ou Joup, ou Jop. Et c'était pas... Voilà, du genre, comment transcrire cette affaire-là tout de suite, du genre, voilà, non. Et
Et je préfère être dans le diminutif parce qu'il s'appelle Jordan. Et que, vu l'actualité des derniers mois, genre Renaissance, montée de l'extrême droite, à Jordan, je me dis, ouais, on va t'appeler Joe et on trouvera une solution en cours de route. Et ce sont des histoires qui datent de 2021, donc ce n'est pas comme si... Voilà. Et genre, quand j'ai un nom ou un surnom pour un personnage, il est très 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 rare que je le change. Très 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 rare parce que j'associe ce surnom à ce personnage. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas deux fois le même nom, soit s'il y a le même nom, c'est que un porte le prénom et l'autre le surnom, etc. Mais quand je dis un prénom de mes personnages, il y a juste une personne, il n'y en a pas 15. Donc, c'est très difficile pour moi, après avoir vécu des années avec ce personnage en tête, de devoir changer son nom. Alors que, bon, Youp et Joe, voilà, c'est le même type de surnom, quoi. Ben, pour Jordan... Voilà, quoi. Donc, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice, éditrice de romance. Du 14 octobre au 7 décembre, j'organise le Bootcamp Romance. Et plus que 14 jours, plus que 2 semaines pour me lancer dans l'écriture de résidence. Et j'ai hâte. En attendant, réconciliation et Renaissance sont disponibles en papier, numérique, abonnement Kindle, Kobo Plus, etc. dès à présent. Et donc,